Bonjour tout le monde, bienvenue à ce débat électoral en vue des élections québécoises de 2018. Premièrement, laissez-moi d'abord m'introduire, Francis Bouchard, vice-président du conseil d'administration, qui sera l'animateur du débat de ce soir, ou cet après-midi en fait. Je présente d'abord les personnes donc à ma droite et à ma gauche. Premièrement, Cécile Gagnon, chef des Bleus, et Axel Fournier, chef des Rouges. Je vous explique le déroulement, comment va se passer le débat. Premièrement, il y aura 2 minutes de présentation de la part de Cécile, 2 minutes de présentation de la part de Axel. Il y aura ensuite 3 questions. La première et la troisième qui seront répondues par Axel en priorité. Et ensuite, la question numéro 2 qui sera répondue par Cécile. Et par la suite, ce sera 1 minute de conclusion où ce sera d'abord Cécile et ensuite Axel. Tout le monde bien suivi? De toute façon, c'est moi qu'il faut qu'il tienne ça. Et donc, nous lançons sans plus tarder avec Madame pour une présentation de 2 minutes. Chères Québécoises, chers Québécois, encore cette année, le caucus des Bleus vous propose une vision progressiste bâtie sur les valeurs de justice sociale, d'équité et d'inclusion. Chez les Bleus, nous concevons l'État comme un acteur clé dans le développement social et économique. L'interventionnisme n'est pas une option, c'est notre responsabilité. Ainsi, les Bleus veulent renforcer le filet social en demandant à toutes et à tous de faire leur juste part, particuliers comme entreprises. Le Québec que nous voulons léguer aux générations futures est un Québec où toutes et tous pourront développer leur plein potentiel. Pour cela, il est primordial de lutter activement pour la protection de notre environnement et de mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles. Toutefois, cela ne se fera pas sans harmoniser nos relations avec les peuples autochtones qui partagent notre territoire. Aussi, pour nous, l'égalité d'opportunités et de traitement doit s'incarner dans toutes les sphères de notre société. Et pour ce faire, nous n'avons pas peur de mettre en place des mesures de discrimination positive. L'égalité d'opportunités veut aussi dire la possibilité pour toutes et tous d'avoir accès à une éducation gratuite de la maternelle 4 ans à l'université. En éducation, nous serons intransigeants. Nous voulons offrir un enseignement de haute qualité, ce qui nécessite des mesures de soutien à la réussite adaptées aux différents besoins. Notre programme comprend aussi une politique familiale progressiste et féministe. Nous soutiendrons activement les parents dans leur conciliation travail-famille. Finalement, les Bleus ne laisseront pas pour compte les régions. Nous allons favoriser le développement économique régional, entre autres par l'implantation d'un système de transport rapide et électrique reliant les pôles économiques urbains du Québec. En somme, ce que nous voulons, c'est bâtir avec vous le Québec de demain. Un Québec progressiste, guidé par les valeurs de justice sociale, d'équité et d'inclusion. Nous, les Bleus, on travaille là-dessus. Merci tout le monde. Merci Mme Gagnon. Maintenant, c'est pour une période de 2 minutes. Monsieur Fournier, allez-y. Les Québécois veulent un gouvernement qui correspond à leurs valeurs. Les Québécois veulent un gouvernement qui prône la liberté. Car oui, les Québécois veulent avoir la possibilité de choisir. Choisir comment eux dépensent leur argent, et ils ne veulent pas que ce soit le gouvernement qui fasse ces choix-là pour eux. Mais cette liberté, elle a un corollaire, et les Québécois le comprennent. C'est la responsabilité. Responsabilité individuelle, d'abord. On doit être responsable de nos actions. Si on cause du tort à quelqu'un en automobile, eh bien, il faut être responsable des crimes qu'on commet. Non seulement pénalement, mais également civilement. Même chose lorsqu'on commet des gestes outrageants à l'égard d'autrui. Il est important d'être responsable et d'assumer les conséquences de nos gestes. Au-delà de la liberté et de la responsabilité individuelle, il y a aussi une responsabilité collective. Responsabilité collective d'agir pour lutter contre le climat. Responsabilité collective également d'agir pour favoriser une économie viable à long terme. Et cela inclut aussi de lutter contre les inégalités qui peuvent parfois être un problème pour l'économie en elle-même. Ceci dit, les Rouges, on croit aussi que les gens qui doivent prendre les décisions par rapport à ces responsabilités doivent être les gens les mieux adaptés. Parfois, c'est l'État, quand c'est le temps d'investir des infrastructures. Mais souvent, c'est d'autres personnes que le gouvernement. Ce sont les individus qui se regroupent, les organismes communautaires, qui sont en fait des regroupements d'individus. Et également, parfois, les municipalités, qui sont un palier de gouvernement plus proche des gens. Et nous nous assurerons comme gouvernement de décentraliser l'action vers les gens qui sont les plus aptes pour prendre des décisions. Finalement, ce que les Québécois veulent, c'est un gouvernement stable, un gouvernement responsable, un gouvernement rouge.
On a le courage, on va avoir le courage de mettre nos idées en place et je suis confiant que les Québécois, le 2 janvier prochain, choisiront un gouvernement rouge. Merci. Merci beaucoup, M. Fournier, Mme Gagnon. Ce qui nous amènera donc aux 3 questions qui sont le cœur du débat. Donc, pour rappeler comment ça va se passer, ça va être d'abord la première répondue par Cécile, deuxième par Axel, troisième par Cécile. 1 minute de présentation par chef en alternance et 4 minutes de débat qu'il va y avoir. Et je demanderai à l'audience de ne pas applaudir et intervenir dans cette période de questions-là. Vous pourrez peut-être applaudir à la fin du bloc de chacune des questions. Sans plus tarder, on va y aller, d'abord avec 1 minute de présentation de la part de Cécile et ensuite de la part d'Axel. Première question. L'économie du partage est en croissance partout dans le monde. Amélioration des services ou détournement des lois. Que compte faire chacun des partis pour encadrer ces pratiques sans réduire les offres pour les citoyens? Allez-y pour une durée d'1 minute. Merci, monsieur l'animateur. Il est évident que chez les Bleus, tout ce qui est question d'économie, je sais que des fois les Rouges ne le croient pas, mais nous tiennent à cœur et on sait de quoi on parle quand on parle d'économie. Toutes les questions d'économie du partage font partie, bien évidemment, de notre programme, mais il ne faut pas non plus réduire ce que les Bleus proposent à l'économie du partage quand il est question d'économie. En fait, on veut aider toutes les entreprises du Québec. On veut aider nos PME, nos grandes sociétés. On veut passer par un patriotisme économique avec la Caisse de dépôt et de placement pour préserver nos PME, aider leur développement. On veut aussi les aider à faire le tournant technologique avec plusieurs mesures. Donc, oui, l'économie du partage, mais l'économie globale, les Bleus sont là. Merci, Marion Gagnon. Pour une durée d'1 minute, allez-y. Écoutez, je pense que c'est pas un secret, le caucus des Rouges, on est très favorable à l'économie du partage. Parce que fondamentalement, c'est quoi l'économie du partage? C'est de se rendre compte qu'on a des ressources dans la société qui sont mal utilisées, qui sont utilisées de façon suboptimale, notamment parce que on a des systèmes de quotas, de permis. Le meilleur exemple, c'est l'industrie du taxi, où on a un système de quotas qui est venu à tuer l'industrie. On a donc des ressources qui sont les automobiles qui dorment. On dit que les automobiles au Québec passent plus de temps à ne pas être utilisés qu'à être utilisés. Donc pourquoi ne pas prendre la ressource qui est l'automobile, prendre cette technologie-là, et au lieu d'acheter plus d'automobiles, répartir mieux les automobiles en ayant une économie du partage? Nous, on est tout à fait favorable à ça. On croit chez les Rouges que l'économie du partage, dans le fond, c'est même écologique, parce que ça permet de consommer moins de ressources pour produire un plus grand bien à la société. Et donc, c'est du développement durable et on est tout à fait d'accord avec ça. Parfait, merci. Donc maintenant, pour une durée de 4 minutes, lancez-vous. Écoutez, Mme Gagnon, j'ai entendu votre discours, mais je ne vous entends pas particulièrement sur l'industrie du taxi. Qu'est-ce que vous pensez de la question d'Uber? La question de Uber, en fait, on peut parler de Uber, on pourrait aussi parler de Airbnb. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché change. On est dans une période où, avec le tournant technologique, les gens n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes demandes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est adapter notre économie puis adapter aussi notre législation. Donc, vous seriez d'accord si on propose au gouvernement de favoriser l'arrivée d'Uber ou d'autres joueurs du même style dans l'industrie du taxi, vous seriez d'accord qu'on adapte la législation en commun? On adapte la législation pour permettre de ne pas avoir un monopole, mais permettre à tout le monde de participer à l'économie. L'idée, la place du gouvernement n'est pas de prendre le parti de quelqu'un ou le parti d'une autre entreprise. C'est de permettre à tout le monde de participer équitablement à l'économie. Donc, en ce sens, oui, il faut adapter nos législations avec le tournant technologique que le marché prend de toute façon. Bon, je pense qu'on est entièrement d'accord là-dessus, et puis je serais content de savoir que vous allez collaborer avec notre gouvernement. Nous, on s'engage à déposer en matière de transport un livre blanc, et je peux vous le dire qu'une des mesures de ce livre blanc sera de favoriser l'économie du partage, et on va, entre autres, décentraliser les choix en matière d'économie du partage vers les instances régionales, qu'on estime sont plus à même de gérer l'offre dans le transport que l'État québécois, qui malheureusement comprend mal les subtilités dans les différentes régions du Québec. Est-ce que vous seriez d'accord? Bien, c'est sûr que j'ai bien hâte de lire votre livre blanc, mais avant de dire que je prends position dessus, bien évidemment, je vais le lire. Je pense que vous diriez la même chose de mon livre. Sinon, moi, j'aimerais bien vous relancer sur quelque chose que je vous ai entendu dire par rapport aux voitures. Quand vous nous avez dit que les voitures dorment, la façon d'être écologique, c'est de les utiliser plus. Je suis pas certaine d'avoir compris.
quand les automobiles dorment dans les villes, la solution n'est pas de faire un virage pour le transport en commun. Peut-être qu'au lieu de se dire qu'il faudrait plus utiliser les voitures, peut-être que c'est le signal de dire que la technologie de la voiture est dépassée en 2018. Je vais répondre à votre question très simplement. Écoutez, on est très favorable au transport collectif, puis ça, vous le verrez également dans notre livre blanc. Par contre, quand je dis que les automobiles dorment, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de véhicules qui, eux, pour les produire, ça prend de l'énergie. Donc, on achète au Québec des véhicules. Tout le monde a 2 autos là, en banlieue par maison, des fois 3. Mais mes voisins en arrière en ont 5. C'est complètement ridicule. Ils ont 5 autos puis ils ont 3 permis de conduire. Il y a du ridicule là-dedans, on s'entend. Ce qu'on croit, c'est que ces véhicules-là devraient pouvoir être utilisés pour des gens qui ne possèdent pas d'automobile, puis une fois de temps en temps, doivent faire un déplacement qui ne se fait pas en transport collectif. Donc, favoriser un meilleur partage des véhicules. Donc, construire moins de véhicules, acheter moins de véhicules, donc moins polluer pour les produire. Ça ne veut pas dire de favoriser l'utilisation de l'automobile à outrance. On est loin de favoriser cela. Mais c'est favoriser que lorsqu'on doit utiliser l'automobile, on a moins besoin de dépenser des ressources pour les produire, et ça, c'est écologique. Oui, je pensais que tu allais dire. Ça répond. Moi, je constate que ça répond à la question. Mais... Le temps est fini, je pensais. Non, il reste encore environ 1 minute. Je pensais que tu allais me couper. Mais écoutez, plus globalement, je pense que en matière d'économie aussi, ce que ça prend, c'est des baisses d'impôts. Là. Ça, c'est un fait. Une des raisons qui nuit à l'investissement, c'est l'impôt. Parce que les gens, plus on fait des revenus, plus on est imposé. Donc, lorsque l'impôt est élevé, malheureusement, ça nuit à la compétitivité et ça nuit à l'émergence de nouvelles idées. Donc, je tiens à le préciser, en baissant les impôts, on va aussi stimuler l'économie. Puis ça, les Québécois s'attendent à ce qu'on stimule l'économie par les baisses d'impôts pour les familles. En fait, je crois que les Québécois s'attendent surtout à ce que tout le monde, particulier comme entreprise, fasse sa juste part pour participer à l'économie, participer à maintenir, mais aussi à renforcer notre filet social. Puis ça passe par la participation des entreprises. Là, tu vas me couper, Francis. Non, c'est ça. Là, maintenant, ça fait 4 minutes. Donc, merci beaucoup, Madame et Monsieur les chefs. Je peux y aller. Désolé, c'est juste que c'est Jean qui fait le chronomètre, fait que je me retourne vers lui. Donc, nous allons sans plus tarder aller à la deuxième question, qui sera d'abord répondue par M. Fournier, ensuite Cécile, et 4 minutes de débat, même formule. Donc, pour la prochaine question, je vais d'abord m'excuser aux enfants qui écoutent à la maison, mais je vais utiliser un mauvais mot. Les Québécois sont dégoûtés. Le conflit de travail perdure entre les services paramédicaux d'urgence et le gouvernement, nuisant à la fois à la situation des urgences et des soins de santé au sein des collèges où des étudiants n'ont pas accès à leur stage. Que comptez-vous faire pour résorber la situation à la fois dans le conflit de travail et pour les étudiants? Pour une durée d'1 minute, allez-y. Écoutez, je pense que la Cour suprême a commis une erreur en 2015 avec la décision Saskatchewan Federation of Labour dans laquelle elle a reconnu la liberté d'association comme incluant le droit de grève et constitutionnalisant le droit de grève. Je pense que c'est une erreur de droit fondamental et je m'engage si un conflit de travail qui brime les droits des Québécois à avoir des services et des étudiants à pouvoir avoir leur stage, mais je m'engage à adopter une loi dans notre gouvernement afin de mettre fin à ce conflit de travail. Et s'il faut utiliser la clause non-obstant, ben on l'utilisera parce que la Cour suprême a commis une erreur de droit. Et il faut que le Parlement, représentant du peuple, soit prêt à corriger cette erreur de droit et donc nous n'aurons aucune crainte d'agir ainsi si nécessaire. C'est bon pour vous? Pour une durée d'1 minute. Merci. Cette question est très, très intéressante parce que quand on parle du droit de grève, je pense qu'on parle d'un droit fondamental dans une démocratie comme la nôtre qu'il ne faut pas brimer. En aucun cas, une loi spéciale n'est pas une réponse pour mettre fin au conflit en ce moment. Mais nous, on a une solution, en fait, chez les Bleus, qui peut-être, si on devenait, en fait, le gouvernement répondrait aux revendications des services préhospitaliers, dont les ambulanciers, parce que ce qu'on veut faire, c'est revaloriser les soins de première ligne, leur donner plus de moyens. Donc, en fait, dans notre programme chez les Bleus, on répond aux demandes des ambulanciers présentement. Donc, je crois que si on était élu demain matin, la grève n'aurait plus lieu. Cela dit, s'il me reste un peu de temps, on a fait mention des stages de fin de programme, des gens qui étudient en soins ambulanciers. Chez les Bleus, on compte enfin rémunérer les stages pour tout le monde. Alors, je crois que ça aussi, j'aimerais le préciser pendant qu'on parle de ça. Merci. Merci. Maintenant, pour une durée de 4 minutes, allez-y. Dans le fond, si je comprends bien, la solution des Bleus, c'est très simple. On va ouvrir le porte-monnaie des Québécois, on va prendre de l'argent puis on va le dépenser. La solution au problème, c'est ça. C'est on dépense, il y a un conflit de travail, on cède, on donne de l'argent, puis on règle le cas. Puis on a fait ça pendant des années au Québec.
Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué des déficits, de l'augmentation de la dette publique et en bout de ligne, une moins grande capacité d'action pour les citoyens. Donc, cette solution-là, je la trouve je pense que le chef des Rouges m'a mal compris. Quand les Bleus veulent investir dans les soins de première ligne, c'est pas pour régler prioritairement peut-être le problème présentement syndical qui en découle, mais le but, la finalité première de cette mesure-là, c'est de désengorger les hôpitaux, les urgences d'hôpitaux. Présentement, on a des temps d'attente qui dépassent 4-5 heures dans certains centres urbains. Ce qu'on veut faire en mettant de l'argent dans les soins de première ligne, c'est tout d'abord désengorger ça. Si les gens peuvent avoir plus facilement accès à des soins préhospitaliers, à des soins à domicile, à des cliniques de santé familiale, on va désengorger les salles d'attente. Puis quand on me dit aussi, ça me fait toujours dresser les cheveux sur la tête, quand on me dit que investir dans des services et des programmes, ça fait augmenter le fardeau de la dette, c'est tout à fait faux. La dette du Québec, dans les années où on augmentait les programmes et les services gouvernementaux, ce n'est pas là qu'elle augmentait le plus. En fait, c'est surtout dû à des politiques monétaires du Canada, mais là, je ne voudrais pas en aucun cas dire que j'ai quelque chose contre ce que le gouvernement fédéral fait parfois. Mais donc, ce n'est pas en investissant dans la santé, une des priorités pour les Bleus, que nous allons faire augmenter le fardeau de la dette. En fait, on va régler plusieurs problèmes. Des problèmes en santé, mais aussi des problèmes dans le milieu de travail. Je m'inscris en faux par rapport à ça. Premièrement, parce que notre système de santé est pris dans ce qu'on qualifie du trilemme du système de santé. C'est impossible d'avoir un système de santé qui est à la fois gratuit, à coût raisonnable pour les contribuables et avec peu de temps d'attente. Pourquoi? Parce que si on a un système de santé qui est gratuit, la demande est illimitée. Donc, même si on investit plus d'argent, en bout de ligne, il va toujours y avoir le même problème d'engorgement. Ce problème-là est causé par quoi? Il est causé par une action du gouvernement fédéral, je le reconnais, c'est la loi canadienne sur la santé, qui oblige le système gratuit universel que le Québec a. Et malheureusement, on ne le remettra pas en question parce qu'on ne voudrait pas se priver des subventions fédérales. Mais vous comprendrez que votre vision de l'État est protégée là-dessus par la loi fédérale. Mais, ceci étant dit, on pense que la solution pour désengorger le système de santé, c'est pas de mettre plus d'argent en première ligne dans le curatif. C'est d'agir en amont, d'agir dans la prévention. Et pour ça, on s'engage à investir des sommes importantes dans les milieux communautaires. Donc, plutôt que de dépenser l'argent au niveau du gouvernement, on va favoriser les acteurs qui sont plus près de la population, plus à même d'être capables de sensibiliser les gens aux bonnes habitudes de vie. Et ça devrait donner des résultats en matière de santé de façon générale et non pas uniquement de diminuer le temps d'attente dans les autres. Quand vous me dites que vous êtes contre les soins de première ligne, mais pour la prévention, il y a une petite contradiction. La prévention fait partie des soins de première ligne, mais bon, en tout cas, je n'insisterai pas là-dessus. Quand vous me dites qu'avoir un système gratuit avec des coûts raisonnables et avec peu de temps d'attente est impossible, peut-être que c'est impossible avec un calcul budgétaire rouge, mais c'est possible avec un calcul budgétaire bleu. Puis, on veut, oui, investir dans les soins de première ligne, qui inclut la prévention, je le rappelle quand même au passage, parce que, oui, on peut compter sur le communautaire, mais l'État n'a pas à tout le temps se décharger de ses responsabilités envers ses citoyens sur le communautaire. Le communautaire, le communautaire peut être là, mais la responsabilité d'offrir des soins de santé à tout le monde, c'est une responsabilité étatique. Le communautaire peut nous soutenir, mais c'est notre responsabilité d'aller aider les gens dans leurs besoins, et c'est des besoins de première ligne qui vont désengorger les hôpitaux. Parce que manifestement, l'État, quand il a essayé de faire de l'action communautaire, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Si on regarde le système des CLSC, ça a été un échec sur le plan des politiques publiques, et on pense que les acteurs plus petits, plus proches de la population, sont plus à même de donner des résultats que quand le gouvernement arrive avec ses gros sabots et essaie d'imposer son système. Dans ce temps-là, c'est là que les problèmes commencent et c'est coûteux pour tout le monde, y compris pour les patients. Mais des services plus petits peuvent être des services gouvernementaux. C'est maintenant la fin du débat pour cette question. Merci. Merci. Donc, sans plus tarder, nous irons à la troisième question. Ce sera d'abord 1 minute pour Cécile, 1 minute pour Axel et 4 minutes de débat. Même formule. Il est évident que les médias sont essentiels à une démocratie en santé. Or, il est de plus en plus difficile pour les médias indépendants de trouver des sources de financement, ce qui contribue à la création de conglomérats médiatiques. Comment les partis comptent-ils préserver l'équilibre entre convergence médiatique et liberté de presse? Pour une durée d'1 minute. Merci, M. l'animateur, M. le vice-président au CCA, je ne sais plus comment vous nommer, vous avez trop de titres. C'est sûr que la convergence des médias est quelque chose qui peut être inquiétant, mais encore une fois, on vient de parler de droit de grève. Le droit à la liberté de presse est aussi fondamental pour les Bleus. Il est évident que même si présentement tout le monde des médias, des communications change,
On ne barrera pas la route à personne chez les Bleus. On veut s'adapter. Hein. On veut adapter notre législation aux nouveaux médias qui arrivent. On veut leur faire une place. On n'est pas des gens qui vont interdire à personne de faire partie de la compétition lorsqu'on parle d'entreprise de presse. Mais je crois que l'important, c'est simplement de s'asseoir avec tous les nouveaux acteurs, de comprendre les nouveaux défis auxquels ils font face et de trouver une solution qui va plaire à tout le monde. Merci. Pour une durée d'1 minute, allez-y. Écoutez, je pense que le problème de la concentration de la presse au Québec était un problème, c'est en voie de se régler de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a assisté dans les dernières années à une phase de concentration qui est maintenant suivie d'un ressac. Des grands groupes de presse. Le premier exemple que je vais prendre, c'est le groupe de Jessica, qui était autrefois un groupe qui avait plusieurs médias régionaux et le journal de la presse. Eh bien là, ce groupe-là est scindé, le Capital Média, qui a plusieurs journaux quotidiens en région imprimés, et il y a aussi Power Corporation qui a conservé la presse, un hebdomadaire très lu, mais qui demeure un hebdomadaire maintenant, bientôt qui sera un journal exclusivement en format numérique. Donc, on avait une concentration de la presse. Cette presse-là, par l'effet même du marché, s'est déconcentrée. Même chose avec les journaux régionaux de Québécois, qui ont été vendus à Transcontinental, et maintenant, Québécois vend ces journaux-là. Qu'est-ce que ça prouve? Bien, Transcontinental vend ces journaux-là. Qu'est-ce que ça prouve? C'est que le marché est capable, par lui-même, de déconcentrer la presse. Alors, je ne vois pas pourquoi on arriverait et qu'on ferait des lois pour forcer une déconcentration qui se produit par elle-même. Donc, allez-y maintenant pour une durée de 4 minutes. Mais quand vous dites que le marché le régule par lui-même, quand on voit les demandes des nouveaux acteurs, comment pouvez-vous dire que le marché l'a régulé? Il y a des demandes qui nous disent, en ce moment, la législation, la façon dont ça fonctionne, ne plaît pas, ne fonctionne pas pour tous les médias. Puis aussi, les journaux ont besoin d'aide financièrement pour peut-être s'adapter au virage technologique, donc passer d'un format papier à un format tablette. Donc, je ne pense pas que le marché se régule assez rapidement, du moins assez rapidement, pour répondre aux demandes du secteur des médias. Donc, oui, le gouvernement peut être là en appui. C'est notre place aussi en tant que gouvernement québécois d'aider notre presse, surtout au Québec, notre presse francophone. Je crois que c'est un joyau. Il faut continuer à l'appuyer. Parce que c'est pas vrai qu'on va commencer à lire le Toronto Star parce que nos journaux à Québec ou au Québec ne seront plus viables. Il faut les aider. Ben, moi, je considère que les journaux au Québec sont viables. Je considère également que le meilleur moyen d'aider les journaux, c'est de laisser les Québécois lire ce qu'ils veulent. Les Québécois sont intéressés par nos médias. Ils vont continuer de lire nos médias parce qu'il y a de la bonne qualité. Il y a des très bons journalistes. D'ailleurs, on en a un chez les Rouges qui va se présenter aux prochaines élections, un excellent journaliste, qui était très lu dans le journal le plus lu au Québec. Puis son journal va continuer d'être lu. Puis je pense que son arrivée en politique, ça va stimuler la lecture des journaux parce que c'est quelqu'un qui va faire du très bon travail. Donc, je suis d'accord qu'on veut laisser les Québécois lire leurs journaux puis choisir leurs journaux qu'ils veulent lire. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour cela, il faut que les journaux continuent à exister. C'est ça le problème. Continue. C'est le subjonctif imparfait, c'est très bon. Mais donc, si les journaux continuent à exister ou continuent, je peux le dire de toutes les façons que vous le voulez. Donc, peu importe la manière qu'ils continuent ou continuent à exister, il faut qu'ils soient là pour que les Québécois puissent les lire. Mais nous, on est en faveur de l'initiative individuelle. Donc, si des gens veulent lancer des nouveaux médias, soit qu'il y a des fonds qui existent au ministère du Développement économique pour favoriser le développement des PME, je veux dire, on est favorable à ces fonds-là qui existent, on est favorable au développement des entreprises, et en baissant les impôts, vous savez quoi, les Québécois vont avoir plus de moyens, et avec plus de moyens, ils vont pouvoir, justement, plus acheter des journaux ou acheter des produits qui vont acheter de la publicité dans les journaux. Donc, baisser les impôts est encore une autre solution pour favoriser les médias. Ben, investir de l'argent pour encourager nos PME et trouver des moyens justement financiers pour aider les journaux à faire le virage technologique, ça prend de l'argent. Puis ces investissements-là, ils viennent du gouvernement. Le gouvernement a besoin de l'argent, a besoin d'aller le chercher. Puis comment aller chercher cet argent-là? En demandant aux entreprises, aux grands médias qui, eux, ont de l'argent, de faire leur juste part. Ils peuvent participer à encourager les plus petits médias. Ils ont déjà été des petits médias, eux aussi. Bien, dans le fond, ce que vous proposez, c'est essentiellement de prendre les entreprises et de favoriser la concurrence de cette entreprise-là en elle-même. Moi, je trouve que pour les entrepreneurs qui ont des journaux présentement, de dire vous allez subventionner le nouveau qui arrive, bien écoutez, je suis désolé, mais c'est une mesure qui manque d'équité envers les gens qui actuellement possèdent des journaux, qui ont emprunté pour acheter ces journaux-là, et là, on vient concurrencer à même leur argent. Je pense que ça ne sera pas très bien accepté par les journaux et la presse va... Quand on demande, monsieur Chevalier-Rouge, quand on demande aux gens de faire leur juste part, c'est les gens qui ont de l'argent. On leur demande pas d'emprunter plus pour faire leur juste part, on leur demande de faire leur juste part en donnant de l'argent qu'ils ont en surplus. Ce n'est pas un problème d'inéquité. Ce qui est inéquitable, c'est quand ces gens-là ne font pas leur juste part pour aider les petites entreprises qui, elles, ont besoin de démarrer comme eux ont eu à le faire il y a des décennies. Écoutez, il y a des partenariats qui peuvent exister, des entreprises. Un grand média peut choisir d'être partenaire avec un plus petit média
pour favoriser son développement. Ça s'est fait par le passé, ça peut continuer de se faire. Donc, l'initiative individuelle là-dedans, surtout en matière de presse, est la meilleure solution. On peut compter sur la bonne foi des entreprises, mais on peut aussi les aider à faire les choix, à les aider aussi à les jumeler, puis ça passe par une médiation étatique. Je suis complètement en désaccord avec vous. C'est pas à l'État de décider qui va se mettre ensemble pour signer les contrats. Là. Fini? Il reste une dizaine de secondes si vous voulez, sinon... Je pense que c'est clair. Je pense qu'on Merci. si on continue sa débattre, on s'entendra pas. On a un désaccord on est en accord sur un désaccord. Donc, merci beaucoup aux deux chefs, ce qui nous amène donc à la dernière partie, qui est 1 minute de conclusion par chef, à commencer avec Mme Gagnon. Allez-y. Si vous me donnez le temps de Absolument. sortir ma conclusion. Donc, au cours des dernières minutes, je pense que j'ai fait la démonstration que le programme des Bleus est le seul capable de répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois. Chez les Bleus, une éducation accessible, on travaille là-dessus. Un système de santé axé sur l'interaction entre les différents corps professionnels, on travaille là-dessus. Une économie tournée vers l'avenir et un monde du travail adapté à la diversité d'aujourd'hui, on travaille là-dessus. Un Québec où les mieux nantis font leur juste part, on travaille là-dessus. Un Québec où personne n'est laissé derrière, ni égard à son genre, son identité culturelle ou sa classe sociale, on travaille là-dessus. Chères Québécoises, chers Québécois, je ne vous promets ni licorne ni arc-en-ciel. Les Bleus vous promettent un Québec progressiste à votre image. Votez bleu, c'est voter pour un Québec juste, équitable et inclusif. Merci. Donc, pour une durée d'1 minute, M. Fournier, allez-y. Chez les Rouges, on fait confiance aux Québécois. Les Québécois sont capables de décider quoi faire dans leurs entreprises, capables de décider quels choix adopter au niveau des médias qu'ils lisent. Les Québécois sont capables de décider par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin du gouvernement pour venir leur dire quoi faire. Le rôle du gouvernement, c'est simplement d'établir des normes pour s'assurer que lorsqu'on a une responsabilité d'agir, bien qu'on assume notre responsabilité. Mais le rôle du gouvernement n'est pas de venir dicter les choix des individus, bien au contraire. Et notre gouvernement est le gouvernement de la liberté. Ce point-là est clair. Les Québécois ont une alternative aux prochaines élections, choisir entre les hausses de taxes, car la solution au problème en santé, c'est toujours de jeter plus d'argent, ou choisir des solutions plus responsables, celles des Rouges. Eh bien, nous sommes confiants que les Québécois feront le choix de la responsabilité. Nous sommes confiants que les Québécois feront le choix de gouvernement qui croit en le Québec, qui croit en la bonne foi des Québécois, et ainsi un gouvernement qui fera prospérer le Québec. Merci. Donc, merci beaucoup, Mme Gagnon, M. Fournier. Merci également aux gens qui ont été là dans la salle. Merci aux gens à la maison. Merci d'avoir testé ma neutralité comme animateur de débat. Et ce fut tout à fait un plaisir.